25/02/2026, nous sommes dans la 5e année, jour 2 depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus, je vous salue. Concernant le rapport de situation, dans le rapport d'aujourd'hui, nous n'allons pas vraiment examiner la situation au front, il n'y a pas encore beaucoup de mises à jour. Bonjour. Surtout dans les deux principales directions d'attaque près de Boukrovsk et aussi du côté de l'offensive ukrainienne, il n'y a rien de nouveau, par rapport au rapport de situation d'avant-hier. En fait, j'ai enregistré celui-ci le 24/02 pendant la nuit, juste avant le 25/02. Malheureusement, je n'ai pas réussi à vous fournir un rapport de situation hier. Actuellement, je fais mon service militaire et je rentre tard de la caserne. En plus, une intervention des pompiers m'a fait rentrer chez moi vers 23h. Et bien sûr, je n'allais pas commencer à faire 4 heures de recherche et ensuite vous préparer un rapport. C'est pourquoi le rapport d'aujourd'hui est pour le 25.02, contient surtout le contenu de la veille, mais nous allons tout de même regarder la situation. Nous n'examinerons pas en détail ce qui s'est passé sur le front, car il y avait très peu d'informations. C'est pourquoi nous allons en profiter pour faire une petite digression à l'occasion de ce jour particulier, à savoir le début de la 5e année de l'invasion totale. Il est temps d'examiner objectivement le bilan. La Russie a lancé la guerre pour briser politiquement l'Ukraine, la détruire militairement et l'isoler stratégiquement. Aucun de ces objectifs n'a été atteint, le gouvernement à Kiev n'a pas été renversé, les forces armées n'ont pas été vaincues. La volonté de résistance de la société ne s'est pas effondrée, aucune ville n'a été prise ici. Aucune capitale régionale n'est tombée durablement aux mains des Russes. Au printemps 2022, la Russie contrôlait temporairement environ 27% du territoire. Aujourd'hui, cette part est d'environ 20%. Malgré une mobilisation énorme, une production d'armement massive, des offensives permanentes, ils n'ont pas réussi à rattraper la différence. Mais les pertes humaines sont énormes. Les estimations occidentales parlent d'environ 1,2 million de soldats russes tués ou grièvement blessés de façon permanente. Même si l'on considère un chiffre plus bas, l'ampleur reste historiquement élevée. Parallèlement, la Russie a profondément restructuré sa base économique. L'infrastructure énergétique vers l'ouest est pratiquement déconnectée, en partie à cause des sanctions, en partie à cause de destruction physique. L'économie ne produit désormais principalement que pour la guerre. Cela garantit certes une production à court terme, mais crée peu de valeur pour l'avenir. La technologie, le capital et les débouchés manquent, et sur le plan géopolitique, la Russie dépend désormais de la Chine plus que jamais auparavant, presque comme une petite marionnette venue d'Asie. Les matières premières sont vendues avec des remises importantes, mais la Chine n'achète presque plus rien à la Russie. La position de négociation de Moscou est absolument faible et ne s'est pas renforcée en Asie. Du moins. Cela ne veut pas dire que la Russie est militairement finie, cela ne veut pas dire que la Russie va s'effondrer demain. Cela ne veut pas dire que l'armée russe va capituler complètement dans les prochaines heures. Contrairement à ce que d'autres analystes veulent nous faire croire, elle peut continuer à se battre, elle peut causer des dégâts, et elle le fera. Mais l'objectif initial, c'est-à-dire une victoire rapide, une réorganisation stratégique de l'Europe, etc., a échoué. La question décisive n'est donc plus de savoir si la Russie peut gagner, mais combien de temps la Russie peut-elle encore maintenir cet état d'épuisement ? Une paix durable ne naît pas du gel d'un gain d'agression. L'histoire montre que l'expansion non répondue marque rarement la fin, mais plutôt la pause avant le prochain conflit. Pour qu'une paix durable soit possible, il faut une défaite stratégique claire des agressions, non leur récompense. Restons-en là, à la question « victoire ou défaite ?» Cette question est posée depuis 4 ans, et la plupart du temps, elle est même mal posée. Pourquoi ? Je vais vous l'expliquer maintenant. En restant objectif, il faut admettre qu'une victoire russe par ses propres moyens est de moins en moins probable. Mais cela n'implique pas automatiquement une victoire ukrainienne. La Russie est entrée dans cette guerre avec un objectif maximal. Changement de régime à Kiev, mise à l'écart de l'Ukraine, recul de l'OTAN, rien n'a été accompli. Au contraire, Kiev résiste, l'Ukraine existe toujours, et l'OTAN est même plus grande qu'avant. Et cela n'aurait pas été possible sans la Russie, car c'est précisément pour cette raison que la Finlande et la Suède ont adhéré. L'Allemagne et d'autres pays n'importent plus de gaz russe. Et ce sont des faits incontestables. Militairement, la Russie a mobilisé d'énormes ressources. Plus d'1 million de ses propres citoyens sont désormais sous les armes. La production d'armement tourne à plein régime. Et pourtant, 4 ans de guerre. Et dans le Donbass, nous parlons de dizaines de kilomètres de gains territoriaux, pas de percées stratégiques. Aucune prise d'une grande ville avec un effet de signal comme en 2014 avec la Crimée, aucun effondrement du front ukrainien. Rien de tout cela n'est visible.
Le prix est extrêmement élevé, car nous voyons effectivement plus d'1 million de pertes, comme cela a déjà été annoncé à plusieurs reprises. Des centaines de milliers d'invalides et des centaines de milliers d'hommes qui ont quitté le pays, en même temps la démographie s'effondre, le taux de natalité est historiquement bas, le marché du travail est vidé. Ceux qui peuvent travailler sont soit nécessaires dans l'industrie de l'armement, soit envoyés au front. L'économie ne fonctionne donc plus qu'en mode guerre. Le secteur de l'armement et celui des fleurs prospèrent. Pourquoi les fleurs ? Regardez les cimetières. Ils restent parmi les rares du civil à bien gagner leur vie grâce à la guerre. Les secteurs civils stagnent de plus en plus, à l'exception du secteur des fleurs. Les réserves s'épuisent, les impôts augmentent. Même, la Chine investit nettement moins que prévu et ne peut plus compenser ce déficit par rapport à l'Occident. Ce n'est pas l'image d'une puissance mondiale montante, c'est l'image d'un pays qui a tout misé sur une seule carte et n'a rien gagné. Et pourtant, Poutine veut continuer. Malgré tout, on dit qu'il n'est peut-être pas au courant de tant de choses au front. Nous savons comment, du côté russe, surtout vers le haut, on ment énormément. Nous savons que les gains et les pertes de terrain sont simplement embellis ou inventés. Beaucoup de choses qui se passent au front ou que nous savons, Poutine ne les sait sans doute pas. Mais même avec les choses qu'il sait et qu'il peut aussi reconnaître sur le plan intérieur lui-même. Depuis lors, il ne va pas s'arrêter, mais continuer. Et pourquoi ? Arrêter serait vu comme un signe de résilience politique pour lui, mais continuer ne l'est pas. Aucun succès militaire clair n'est attendu. Alors on mise sur l'usure, sur le temps, sur des ruptures politiques en Occident, sur une UE qui se dispute à nouveau, où Orban fait encore ce qu'il veut, sur une politique américaine qui réduit encore son soutien. Voilà le cœur du problème. La Russie ne peut probablement plus gagner cette guerre en écrasant militairement l'Ukraine, mais elle espère que l'Ukraine s'effondrera simplement sur le plan politique ou économique. Et cela avant que les Russes ne le fassent. Ce que nous voyons donc, ce n'est pas un chemin vers la victoire, mais plutôt la voie vers une guerre d'usure très longue. Cela finit rarement par des défilés de victoire, mais plutôt par un affaiblissement militaire, économique et surtout social de toutes les parties. Et c'est exactement le scénario réaliste en ce moment. Selon le blogueur russe du front Volt 8, les résultats de la guerre sont, je cite, « franchement moyens ». Il décrit en effet une armée minée par la corruption, le népotisme et les arrangements internes. Les processus de décision sont lents, la direction est complaisante. Il se montre particulièrement critique quant à la manière dont les soldats sont traités. L'intimidation des forces mobilisées, la prolongation forcée des contrats et la pression bureaucratique ont gravement affecté le moral. Ce blogueur présent sur le front en est témoin direct. Il est frappant de noter que la Russie n'a utilisé efficacement des moyens de frappe stratégique qu'à la 4e année de la guerre. Et maintenant, nous sommes déjà dans la 5e année, mais avant cela, comme je l'ai dit, c'est seulement pendant la 4e année de guerre que la composante liée à la drogue est apparue. Ce n'est qu'à la 4e année de la guerre qu'on a vraiment commencé à lutter contre la corruption dans le complexe militaro-industriel. C'est donc un processus qui a duré une éternité. Et c'est aussi, indirectement, un aveu de déficit structurel. Après 4 ans de guerre, des erreurs organisationnelles majeures restent non corrigées selon eux. En même temps, le blogueur essaie de ne pas présenter la situation comme une défaite. Il a aussi affirmé qu'il y a de lourdes pertes, des efforts énormes, et pourtant ils n'ont pas perdu. Les territoires russes, soi-disant occupés, ont été repris, des contre-attaques ont été repoussées, mais le prix à payer a été énorme. Sa déclaration est particulièrement explosive. Le tournant n'est possible qu'avec des décisions rapides et justes et une supériorité technologique en reconnaissance et combat à distance, notamment avec des drones, de l'artillerie et des positions de tir dissimulées. Les assauts massifs d'infanterie ne sont plus viables après 2024. Leur prise de conscience tardive est vraiment remarquable. Pourtant, ces voix sont d'autant plus intéressantes qu'elles émanent du camp pro-russe et non de l'opposition. Ce n'est pas une critique pacifiste, c'est vraiment un bilan de performance du point de vue d'un partisan de cette guerre qui est aussi au front et en plus du côté de l'agresseur. Et justement, ce bilan est nettement moins triomphal que ne le laisse entendre la rhétorique officielle. Mais le sous-texte est clair, la guerre n'est pas décidée, les coupes sont énormes. Et même dans son propre camp, l'impatience face à la corruption inefficace grandit. Lenteur stratégique. Nous avons vu que la situation stagne sur le front. Que faire quand l'avancée militaire est bloquée et que la population le remarque ? Exactement, on propage juste des mensonges pour justifier la situation. Poutine déclare désormais que l'Ukraine veut utiliser un composant nucléaire qu'il ne peut pas décrire précisément contre la Russie. Bien sûr, il n'y a aucune preuve concrète.
Le Premier ministre britannique a immédiatement déclaré qu'il n'y avait absolument aucun fondement pour de telles accusations. Des accusations, de telles déclarations, suivent évidemment un schéma bien connu que nous connaissons tous. Moscou use depuis des années de la rhétorique nucléaire, non pour menacer d'utiliser immédiatement, mais comme pression stratégique. Le message ne s'adresse pas tant à l'Ukraine elle-même, mais bien sûr aux capitales occidentales et aux populations qui vivent en Occident. L'escalade est possible, alors restez en retrait, telle est la devise ici. Si l'on parle maintenant en plus de prétendus plans de sabotage contre Turk Stream ou Blue Stream en mer Noire, cela élargit. Ceci. La Russie construit une image dans laquelle elle n'est pas présentée comme l'agresseur, mais bien sûr comme une victime potentielle, menacée par le terrorisme, le sabotage ou même des composantes nucléaires. On remarque ici un phénomène récurrent. Par le passé, les accusations russes concernant de prétendus actes de sabotage ukrainiens étaient souvent précédées par leurs propres récits ou des campagnes d'information préparées à l'avance. Cela crée évidemment des problèmes d'interprétation, mais il est rarement possible de déterminer clairement à l'avance s'il s'agit ici de rhétorique dissuasive, de mobilisation politique interne ou bien de la préparation de certaines mesures. D'un point de vue stratégique, cette déclaration remplit plusieurs objectifs. Elle justifie des mesures plus strictes, maintient un niveau élevé d'escalade sur le plan rhétorique et teste en même temps la réaction de l'Occident. Comme toujours, plus les gouvernements occidentaux réagissent à de telles affirmations ou se laissent intimider, plus le dilemme politique est grand. Il n'y a aucune preuve substantielle à ce sujet. L'Ukraine est sous surveillance internationale et est un État partie au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Sans preuve concrète, les déclarations de Poutine restent donc un signal politique, ni plus ni moins. Avec ce regard lucide sur plus de 4 ans de guerre, nous sommes dans la 5e année. Je remercie comme toujours les abonnés, membres et l'équipe Algo. Merci au lieutenant-colonel Rennecke, Scylla, Dietrich, Fred, Jumer, Hofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour le prochain rapport.